Bonjour à tous, bienvenue à la formation sur le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la question sociétale de ce qu'est le harcèlement scolaire, c'est-à-dire que nous allons nous pencher dans un premier temps sur cette définition du harcèlement, mais également sur le plan interministériel qui est sorti récemment. Nous allons ensuite nous pencher sur la question de la personne qui est harcelée, donc à la fois du soutien mais de la prise en charge de cette personne. Puis nous allons étudier ce qui se passe pour la personne qui harcèle, c'est-à-dire de comprendre le mécanisme et de comprendre comment on peut l'aider. Enfin, nous allons pouvoir nous pencher sur la question des témoins. Et enfin, je vous donnerai des pistes pour les bibliographies et également les pistes pour les personnes qui vont avoir besoin d'avoir plus d'informations, et les familles, et les patients, et les soignants. Donc commençons déjà par la question de la définition du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Ça va être finalement un acte répété, négatif, hostile, à l'encontre d'une personne, quel que soit son sexe, son âge, à travers des mots, à travers des gestes, à travers des réseaux, des écrans. Finalement, le harceleur va essayer de viser à blesser l'autre, à faire en sorte qu'il soit détruit psychiquement. Qu'est-ce qui va différencier un acte violent du harcèlement scolaire? Finalement, il va y avoir trois axes qu'on va pouvoir identifier, c'est-à-dire que c'est la fréquence des actes violents, leur nature, mais également la question d'une relation dissymétrique entre un dominant et un dominé. Donc, à partir de ces trois éléments, on va pouvoir définir ce qu'est un acte violent et la question du harcèlement. Il existe différentes formes de harcèlement. On va décrire des harcèlements directs, donc ça va être des insultes, des bousculades, des menaces, du racket. Il va y avoir des harcèlements indirects, insidieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des harcèlements qui vont se faire loin du regard des autres. Ça va être des propagations de rumeurs. Et enfin, le dernier type de harcèlement qui existe et qui est très présent également, c'est le cyberharcèlement. C'est-à-dire, ça peut être des SMS qui peuvent être injurieux, menaçants, mais ça peut être également des vidéos compromettantes, voire pornographiques, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, et éventuellement des sujets de discussion lancés sur un groupe ou sur une page à l'encontre d'un camarade de classe. En quelques chiffres, le harcèlement scolaire, finalement, la loi contre le harcèlement scolaire existe depuis novembre 2015. Donc elle existe depuis plusieurs années et elle s'intitule non-harcèlement. Mais c'est finalement que récemment, en septembre 2023, que le plan interministériel est sorti et les actes ont été posés, aussi bien pour les établissements que pour les soignants, que pour la société. Une date aussi importante, c'est la date de mars 2022, où la loi Balanant a créé un nouveau délit pénal, le délit de harcèlement scolaire. Cette loi va en fait imposer aux établissements de suivre le plan interministériel, donc dans la protection, dans la prise en charge et dans l'accompagnement des enfants et des familles qui sont victimes mais qui sont aussi auteurs du harcèlement. Et elle va aussi mettre en place des amendes, des durées d'emprisonnement en fonction de la gravité des faits. 10% des enfants scolarisés en primaire se disent avoir été victimes de harcèlement. Et ce pourcentage double quand il s'agit de cyberharcèlement entre des élèves de 8 à 18 ans. Il est très important aussi de noter que le harcèlement scolaire peut conduire à des suicides. Donc on en a dénombré une trentaine sur les années précédentes, et c'est vrai que ces suicides ont été médiatisés. Mais un enfant en état de souffrance peut être amené effectivement à se suicider. Et un chiffre également que j'ai retenu, c'est le nombre d'appels qu'on peut recevoir au 3018. Donc ça, c'est un numéro vert qui a été ouvert en 2015 pour le cyberharcèlement. Et donc l'année dernière, il y a eu 6000 appels sur ce réseau. Il est intéressant de noter que finalement, l'âge légal pour aller sur un réseau social, c'est 13 ans.
Il est important de noter que 86% des 8-18 ans disent avoir un compte sur un réseau social, et là sans compter YouTube. Il est aussi important de noter qu'un enfant à partir de 13 ans jusqu'à ses 15 ans peut ouvrir un compte sur un réseau social, mais accompagné de ses parents. C'est-à-dire qu'il faudra l'autorisation des parents pour pouvoir ouvrir ce compte. Mais finalement, on se rend bien compte dans la réalité des faits que bien avant 13 ans, et à partir de 13 ans, les enfants peuvent ouvrir des comptes sans l'autorisation de leurs parents. Vous trouverez dans les slides aussi les campagnes nationales qui ont été lancées, aussi bien des affichages, mais également des vidéos, des publicités, pour pouvoir un petit peu sensibiliser la société, les parents, les établissements, les élèves, à la question du harcèlement scolaire, qui est vraiment une question centrale actuellement. Pour dire quelques mots sur le plan interministériel. Programme de lutte contre le harcèlement scolaire qui s'appelle en fait le programme phare. Le ministère de l'Éducation s'est donc donné 3 missions. Une mission de prévention, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir, donc, par cette campagne, mais également former des professionnels scolaires, c'est-à-dire des CPE, des profs, des enseignants, mais également des parents, pour la détection et pour avoir une information sur ce qu'est et ce que peut montrer un élève pris dans une relation néfaste avec d'autres élèves. Il y a aussi toute cette action de détection, c'est-à-dire la formation d'élèves sentinelles, qu'on appelle, c'est-à-dire que ces élèves-là ont une formation à l'intérieur de leur établissement et peuvent faire des rondes à l'intérieur des cours de récréation pour pouvoir détecter éventuellement des situations où un élève pourrait être en difficulté. Mais des adultes sont également formés. Et puis également de pouvoir avoir des plans d'action, des solutions à donner, des solutions dans la prise en charge de l'enfant harcelé, de l'agresseur, du groupe d'agresseurs, et également des solutions éventuellement judiciaires ou faire remonter à la direction des établissements. Donc vous avez un petit peu, je vous ai mis dans les slides justement la question, les protocoles, alors pour le primaire et pour le secondaire, où c'est finalement le protocole pour les enseignants et pour les établissements, de savoir quoi mettre en place, quelles sont les démarches à faire. Donc là c'est assez résumé, aussi bien pour le harcèlement direct et indirect, mais également pour le cyberharcèlement. Donc si le harcèlement va trop loin, on peut judiciariser les choses, c'est-à-dire faire une information préoccupante au procureur de la République et puis informer la direction des établissements. Maintenant, on va prendre le temps de se pencher sur la question des victimes du harcèlement scolaire. À la fois de pouvoir comprendre un petit peu qui sont ces jeunes et également comment on peut les prendre en charge. Mais avant tout ça, on va se demander qu'est-ce que le harcèlement scolaire et on va se demander pourquoi on harcèle. Finalement, on voit que le harcèlement scolaire se met en place plutôt fin primaire et puis au moment du collège. Il y a au lycée une chute des pourcentages de harcèlement, donc c'est vraiment fin primaire, au moment du collège, que le harcèlement scolaire est le plus massif. C'est en fait une période où les jeunes vont commencer à se séparer un petit peu des identifications familiales pour se tourner vers une identification, un groupe d'appartenance à ses pairs. Donc ils vont y trouver des repères, des choses qui vont leur plaire au niveau des loisirs, au niveau des rituels, au niveau des codes communs, des valeurs communes. Et finalement, ça va faire groupe. Une personne qui va être un peu différente de ce groupe d'appartenance va déstabiliser un petit peu le groupe. C'est-à-dire qu'elle va l'insécuriser et le groupe, de par sa différence,
va l'exclure. Donc qu'est-ce que ça peut être que ces différences? Ça peut être des différences physiques. Alors une couleur de cheveux, une corpulence différente, une différence. Alors c'est vrai que la question de l'orientation sexuelle, qu'elle soit véritable ou imaginée, hein, peut être aussi source d'insécurité pour le groupe, mais également un handicap, qu'il soit physique, mental, une culture ou des centres d'intérêt différents. La différence pour le groupe est vécue comme nuisible, dégradante. Et finalement, pour le groupe, mais pour le harceleur, la différence, ça va être quelque chose qu'il ne va pas pouvoir reconnaître en lui, qu'il ne va pas pouvoir, ou alors qu'il va être insupportable pour lui à percevoir, et donc il va le rejeter. Finalement, la personne qui est perçue comme différente, ça va la renvoyer à ses failles, à ses douleurs, à ses angoisses. Et pour éviter de s'y confronter, pour éviter de les penser, il va les identifier chez l'autre et les mettre à l'extérieur. Donc, on peut par exemple penser à ce jeune qui va assumer sa préférence sexuelle, son homosexualité au collège, et qui va renvoyer au groupe de pairs cette question de l'identité sexuelle. Hein, c'est-à-dire, mais voilà, par qui je pourrais être attirée, et finalement ces questions, la question pour le groupe n'est pas assez mature pour se poser ces questions-là, ou alors ça l'insécurise de trop. Et donc, pour éviter d'y penser, pour éviter d'être confronté à ces problématiques, il va identifier l'autre comme le mauvais objet, un bouc émissaire qu'on va humilier, qu'on va mettre de côté. Finalement, l'autre est perçu par le harceleur comme un mauvais objet. Et finalement, il va y avoir un processus de déshumanisation, c'est-à-dire qu'il va être perçu que par la différence qu'il met en avant, et pas par la personnalité qu'il est globalement. Hein. Finalement, le harceleur va essayer de penser, c'est-à-dire de prendre soin de ses blessures, sans pouvoir les penser psychiquement. Hein. Et donc finalement, il va avoir cette volonté face à l'autre de l'assujettir, de lui faire vivre le fait qu'il soit tout puissant, et qu'il ne puisse pas se poser de questions sur ce que l'autre est vraiment, et il va lui faire vivre la loi du plus fort. Et quand je parlais du groupe d'harceleurs, c'est qu'en fait, les jeunes vont voir ce qui va se passer un petit peu, ils vont comprendre un petit peu la relation qui va se nouer entre la personne qui va harceler et la personne qui est harcelée. Et finalement, pour éviter d'être eux-mêmes la personne qui est exclue, ils vont se lier, ils vont se rallier au groupe, hein, pour pouvoir éviter, un petit peu comme s'ils cherchaient la protection du groupe. Hein, un petit peu comme si, voilà, parce qu'ils vont être face aux harceleurs, ils vont éviter eux-mêmes d'être mis en difficulté. Et puis il y en a d'autres qui vont en fait se mettre en groupe pour pouvoir eux-mêmes se défouler, hein, pour pouvoir eux-mêmes, face à leur frustration ou à leur douleur, avoir un individu sur lequel ils vont pouvoir déverser leur colère. Donc, le groupe va se constituer aussi parce qu'il va y avoir la crainte, il va y avoir aussi une pression qui va maintenir ces liens groupaux et qui vont aussi inciter au secret. Hein, et c'est-à-dire qu'il va être impossible et au groupe et à la personne qui est harcelée d'aller chercher de l'aide extérieure. Par exemple, un jeune garçon qui, au collège, se questionne sur son orientation scolaire, sur son homosexualité, va pouvoir un peu lutter contre ces questionnements qui vont le mettre en difficulté, qui vont l'ébranler, en traitant les autres, hein, d'insultes homophobes. Hein, il va être à traiter les autres, voilà, tout le monde est insulté. Et finalement, ce questionnement, au fur et à mesure du temps, il va s'affirmer. Et puis au lycée, parce que cette groupalité, l'effet de groupe est moins prégnant, que le harcèlement est quand même beaucoup moins présent,
il va pouvoir d'autant plus assumer cette homosexualité et finalement le groupe de pairs avec qui il était affilié auparavant va être lui-même rejetant. Hein. Mais le jeune va pouvoir expliquer qu'il a trouvé au lycée quelque chose de plus bienveillant et que lui, il a davantage aussi pu exprimer des choses qu'il était incapable d'exprimer auparavant. Donc finalement, on comprend davantage ce qu'il en est de ce fonctionnement du harcèlement. Hein. Mais ce harcèlement n'a pas un impact très important sur les victimes. Hein. Une personne harcelée, c'est une personne qui va souffrir et qui va avoir des grandes difficultés à se construire identitairement et relationnellement. Donc, comme je disais, à cet âge-là, ce sont des jeunes qui sont en quête d'identité, à la fois à la quête d'appartenance, mais eux, ils sont en train de se construire d'un point de vue identitaire, en imitant l'autre, en s'identifiant, en rejetant des éléments qui ne leur conviendraient pas. Et donc, ils sont en train de construire leur trait de personnalité et ils sont en train de construire leur identité. Et finalement, ce jeune qui est déshumanisé, ou alors qui est identifié seulement à son trait de personnalité, ou en tout cas à la différence que les autres ont identifiée, va être dans une impossibilité, lui, ou en tout cas, il va être dans une limitation d'expérience. Il ne va pas pouvoir se chercher, se trouver. Il n'est perçu que dans le regard de l'autre. Hein. Et là, ça va, à la fois le rejet de l'autre et à la fois ses limites dans la construction de soi, ça va le limiter et ça va l'impacter dans la construction de son identité. Et ça va avoir des impacts sur son psychisme et son physique, mais également dans ses liens avec la société, avec le groupe et avec les apprentissages. Par exemple, un autre jeune auquel je pense est un jeune scolarisé en seconde. Et donc, il m'explique en fait qu'il vient parce qu'il a du mal à s'investir dans sa scolarité, il a du mal à s'investir dans le groupe. Et voilà, il a de plus en plus de mal d'aller au lycée. Quand je lui demande de m'expliquer un petit peu son parcours scolaire, son parcours relationnel, en fait, il m'explique que c'est un garçon brillant. Hein, que c'est un garçon qui a même sauté une classe parce qu'en fait, il a de grandes capacités intellectuelles. Et finalement, ces capacités intellectuelles l'ont mis en défaut parce qu'il était traité d'intello. Donc ça a été progressif, c'est-à-dire qu'au départ, les jeunes au collège l'insultaient, d'intello, grosse tête. Bon, le jeune ne répondait pas forcément. Et face à cette non-réponse, le groupe a continué. Donc, au-delà des menaces, ça s'est perduré, ça s'est amplifié par des bousculades. Ils ont aussi commencé à abîmer ses affaires, à couper les anses de son sac à dos. Le jeune, lui, a commencé à avoir une grosse chute de ses résultats scolaires, à avoir des troubles somatoformes, à avoir des troubles anxieux, c'est-à-dire qu'il arrivait à l'école avec des maux de ventre, des vomissements, des gros troubles de l'endormissement et également des développements de TOC. Au moment d'aller dormir, il était très très pris d'angoisse et donc il a développé des TOC. Et finalement, on voit bien que ça fait partie aussi des impacts à court terme sur les personnes victimes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire moins s'alimenter, ou alors au contraire, vouloir apaiser l'angoisse par des moments de grand engloutissement de nourriture. Ça peut être des difficultés à aller à l'école, ça peut être même devenir une phobie scolaire. Il y en a de plus en plus, des jeunes adolescents là, qui ont vraiment du mal. Alors pas forcément qu'avec la question du harcèlement scolaire, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à aller à l'école. Ça peut être des troubles psychosomatiques, des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Donc ça, c'est sur le court terme. Mais on peut voir, et on le voit par la suite, que ça peut avoir bien entendu des impacts sur le long terme.
des jeunes très anxieux, des jeunes déprimés, des jeunes adultes aussi, hein, repliés sur soi, qui peuvent avoir trouvé du secours ou en tout cas du réconfort dans les jeux des jeux vidéo, ou de rester dans leur chambre, d'avoir des difficultés relationnelles, hein, des jeunes qui ont du mal maintenant à faire confiance, à se créer des groupes sociaux, à aller prendre du plaisir à l'extérieur. Et puis, voilà, il n'est pas négligeable non plus de savoir qu'un jeune qui a été harcelé peut être aussi, après, dans des conduites violentes, hein, qui, finalement, les choses se retournent. Il peut être soit lui-même un harceleur ou avoir des conduites violentes à l'égard de ses compagnons, de ses enfants. Finalement, on a parlé des jeunes, mais la place des parents, elle est aussi très importante par rapport à ces jeunes. À la fois dans la prévention, mais également dans la manière de prendre en charge et de prendre soin de leurs jeunes. Il est très important que les parents ne prennent pas à la légère quand les jeunes osent parler, parce qu'il y a tout un temps où les jeunes peut-être ont du mal aussi à parler, ont honte ou se sentent coupables de ce qui leur arrive, et donc ils ne cherchent pas toujours de l'aide à l'extérieur. Donc quand il est possible pour le jeune d'en parler à ses parents, il est très important que les parents ne prennent pas à la légère ce qu'il leur est dit. Il est très important que les parents ne veulent pas résoudre eux-mêmes le problème ni inciter à la violence et qu'ils puissent eux-mêmes en parler à l'établissement. Mais ça, c'est dans le cas où le jeune il va pouvoir se confier à ses parents, ou se confier à un prof ou à quelqu'un de l'établissement scolaire. Mais les parents doivent être aussi vigilants éventuellement à des petits signes d'alerte. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, un jeune qui a une perte d'appétit, un jeune qu'on sent plus triste, un jeune qu'on sent plus irritable, un jeune qui a aussi du mal à réinvestir le scolaire alors qu'il n'y avait pas vraiment de difficultés avant, et puis bien entendu la chute des résultats scolaires. Ça, c'est plein d'indicateurs qui peuvent un petit peu, ça peut être pour du harcèlement, ça peut être pour autre chose, mais qu'en tout cas le parent puisse être quand même un petit peu alerte à ce qui peut se passer chez son jeune. Et ça peut être aussi l'occasion pour les parents de parler de leur propre expérience en tant qu'élève, en tant que de jeunes, comment eux pouvaient se positionner, de pouvoir aussi offrir à leurs enfants et à leurs adolescents un espace bienveillant, c'est-à-dire un espace de parole, un espace où ils peuvent aussi valoriser leurs jeunes et bien entendu d'avoir un endroit famille, c'est-à-dire que la famille puisse être porteuse de respect et de valeurs, de bonne estime de soi-même. Donc ça, c'est du côté des parents et bien entendu, alerter et l'établissement et les professionnels de soins si besoin, et bien entendu faire appel au judiciaire si besoin. Par rapport au cyberharcèlement, c'est encore une chose importante aussi à voir, c'est par rapport à des parents qui sont quand même accompagnants par rapport à leurs enfants et par rapport au réseau. On a parlé tout à l'heure d'âge, de savoir qu'il y a quand même des âges légaux pour pouvoir à la fois être sur un réseau social, mais également pour pouvoir... À 15 ans, on estime que le jeune peut avoir accès aux réseaux sociaux sans la présence des parents. Ça ne veut pas dire que les parents ne doivent pas être vigilants et ne doivent pas partager les interactions sur les réseaux que leurs enfants peuvent avoir. Ça veut dire que, par exemple, ils peuvent aussi mettre un contrôle parental. Ils peuvent être vigilants par rapport aux photos, par rapport au contenu que leurs enfants publient, mais aussi que leurs enfants perçoivent. Et puis, de pouvoir dialoguer sur qu'est-ce que tu as pu voir, qu'est-ce qui a pu te choquer, de quoi tu aurais envie de parler. Et puis, bien entendu, faire en sorte que leur jeune ne soit pas collé au téléphone, mais qu'il y ait une vraie vie sociale à l'extérieur. Bon, alors, qu'en est-il des soins pour ces jeunes ? Il y a plusieurs approches en fait. On peut aider les jeunes. Alors là, je parle des soins.
Il y a des choses à l'école qui sont faites et qui sont mises en place, mais c'est-à-dire que voilà, il y a des mesures de protection, il y a des mesures d'accompagnement, il y a des rendez-vous, il y a une bienveillance qui se met en place. Par exemple, dans la classe aussi, s'il y a la question du harcèlement, on peut mettre en place des choses pour que l'école, mais aussi la classe, soit plus vigilante. Mais là, je parle plutôt des soins à l'extérieur. Finalement, la question de l'empathie, la question du relationnel, la question du lien à l'autre, c'est pas qu'à l'école primaire que ça se joue dès très jeunes. Et ce que le plan interministériel veut mettre en place, et je crois assez prochainement, c'est de pouvoir même mettre en place dans les écoles maternelles la question c'est-à-dire comme des cours un peu d'empathie, on va dire. C'est-à-dire de pouvoir apprendre à être ensemble, à être bienveillants ensemble, à comprendre les émotions, à comprendre qu'est-ce qui se passe, à essayer de déjouer un petit peu ces relations dominant-dominé, parce que ça peut se voir même dès la crèche, qu'il y a des choses qui se mettent en place de cet ordre-là. Et finalement, ils appellent ça la technique des 3 E, c'est-à-dire des 3 compétences relationnelles primordiales qu'on peut développer dans ces relations humaines, c'est-à-dire l'empathie, les émotions et l'estime de soi. Donc, on se rend compte que, et le gouvernement s'est rendu compte que finalement, il fallait très tôt prendre en charge le relationnel et l'empathie et le bien vivre ensemble dès le plus jeune âge. Il met aussi en avant la méthode de Palo Alto, donc en fait, c'est-à-dire que c'est pouvoir donner les clés aux jeunes pour tenir tête à l'agresseur, et puis pour pouvoir co-construire une stratégie personnelle pour restaurer une estime de soi, et également pour avoir, c'est ça, les clés, les réponses possibles que le jeune peut avoir face à la personne qui vient l'embêter, qui vient l'agresser. Donc finalement, c'est des sortes de petits jeux, des petits psychodrames, on va dire, des petites scénettes, où soit lui, soit le thérapeute va finalement soit prendre le rôle de l'agresseur, soit de l'agressé, et puis de voir comment on peut y répondre. Donc, par exemple, ton sac il est moche, ou alors, je sais pas, t'es gros, et donc s'entraîner à donner une réponse. Ah bon, mon sac est moche, mais en quoi il est moche, mon sac? Ou alors de dire, toi tu penses peut-être que mon sac est moche, mais ça c'est pas la vérité. Moi je crois, j'ai une autre opinion que la tienne. Hein? Ou alors, tu crois que ça c'est moche, est-ce que tu veux qu'on en parle? Bon. Finalement, c'est ça, c'est un peu donner des petits tips, ou des petites astuces pour pouvoir se sentir moins impuissant face à l'autre. Il va y avoir bien sûr d'autres prises en charge, des thérapies cognitivo-comportementalistes par exemple, qui elles vont s'axer sur le fait de lever les fausses croyances que le jeune peut avoir sur sa responsabilité, et également sur l'estime de soi. Donc ça va être pouvoir amener le jeune à reprendre un petit peu confiance et à comprendre que dans le mécanisme du harcèlement, il ne doit pas se sentir coupable et responsable de ce qui lui arrive. Et également, le thérapeute va pouvoir travailler sur les habiletés sociales, la question du lien avec l'autre. Et enfin, il y a aussi l'approche de la psychothérapie. Alors ça, c'est mon approche, mais il y en a plein d'autres, où on va pouvoir aussi accueillir le jeune pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire le soutenir un petit peu dans son vécu, mais aussi pouvoir lui offrir un espace de pensée et de mise en sens pour apporter une compréhension au vécu individuel, au vécu en groupe, apporter une pensée critique, et puis travailler sur
la fragilité, parce que finalement c'est un enfant, qui a souffert, sur sa souffrance, voilà, c'est ce qui se passe pour lui dans l'actuel, peut-être ce qui s'est passé aussi dans le passé, puis voilà, le soutenir de cette manière-là. Donc là, on a vu un petit peu ce qui se passait pour le jeune ou l'élève harcelé. Mais il est très important aussi de comprendre ce qui se passe chez ce jeune qui va avoir un comportement néfaste par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui se passe chez un jeune d'âge primaire, un jeune collégien, pour que finalement, il puisse s'en prendre à l'autre de manière aussi agressive, aussi violente, aussi destructrice. Finalement, voilà, c'est de pouvoir un petit peu comprendre ce qui va se passer chez ce jeune. Donc en fait, l'autre, par sa différence, va le déstabiliser. Elle va buter sur ses failles, ses fragilités, ses souffrances, qu'il ne va pas pouvoir identifier, ou alors qu'il ne va pas vouloir, qu'il peut dénier. Parce que sinon, de pouvoir reconnaître en l'autre ses failles, ce serait aussi reconnaître ce qui fait blessure en lui. Et donc, la personne qui harcèle, il va être plutôt dans le déni de ses blessures, parce que finalement, de pouvoir reconnaître ce qui lui ferait mal, ce serait trop traumatisant, ce serait trop blessant. Donc en fait, il va y avoir un mécanisme où il va projeter sur l'autre tout ce qu'il ne peut pas reconnaître ou ce qu'il ne veut pas vivre en soi. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir localiser, identifier, nommer et pouvoir projeter toute sa colère sur la personne qui vient représenter quelque chose qui fait souffrance en lui. Donc il va finalement se construire une vérité, une fausse croyance, mais c'est une manière pour lui de répondre à ses angoisses. Il va pouvoir en fait se construire une histoire où il va pouvoir inverser les rôles. Lui-même n'est pas en souffrance, c'est l'autre qui va le faire souffrir. Et donc finalement, ça va pouvoir lui permettre de vivre sa toute-puissance, le fait qu'il contrôle les choses et qu'il ne va pas se sentir passif ou être dans une relation où il pourrait être faillible. Finalement, ce qu'il a du mal à supporter chez l'autre, c'est qu'en fait l'autre il va assumer sa différence. Alors que sans qu'il se sente diminué, sans qu'il se sente réduit ou anéanti. Et finalement, il y a une volonté de détruire celui qui est désigné comme le bouc émissaire parce qu'on va le soupçonner de réussir là où l'autre échoue. Finalement, face au constat de son échec, face au constat aussi de ses failles narcissiques, l'harceleur n'a pas d'autre moyen que d'entraîner le harcelé dans sa chute. Il veut contrôler les choses pour ne pas être contrôlé par ce qui peut faire douleur en lui. Finalement, la victime participe malgré elle à une survie psychique du harceleur. Elle va finalement, elle va se maintenir dans une place sacrificielle pour pouvoir permettre au groupe de ne pas se sentir fragilisé et ne pas se sentir effondré par ce qu'il peut vivre. Donc finalement, le harceleur, on comprend un petit peu sa mécanique. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ce qu'il ne peut pas reconnaître en lui le projette sur l'autre et il va y déverser toute sa colère. Et à quel point sa faille narcissique est intense et à quel point il n'a pas mis en route un processus de pensée, mais un processus de mise en geste et de mise en agir. Donc on voit bien qu'en fait c'est des jeunes qui manquent d'empathie. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont du mal à comprendre ce que l'autre peut ressentir et la souffrance de l'autre. C'est des jeunes aussi qui ont un rapport à la violence, c'est-à-dire qui vont
quand même répéter leur comportement violent. Hein, parce que finalement, le fait de répéter cette violence, pour lui, ça va le sécuriser psychiquement. En fait, c'est un jeune très fragile psychiquement, cette personne harcelée. Et le fait d'avoir recours à la violence, d'avoir recours à la répétition, ça va lui permettre de se sentir toujours fort. Il n'est pas comme l'autre hein, qui est différent et qui... Non, lui, le fait de répéter, c'est lui permettre de se sentir pas déprimé, pas affecté par ce qu'il pourrait ressentir. Mais il y a des conséquences aussi à tout ça. Hein, et des conséquences, donc là à court terme, mais là maintenant à moyen terme, ce seraient des jeunes qui pourraient être marginalisés, hein, ou être dans des agirs et dans des envies un petit peu de frôler un petit peu la question de la délinquance. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont vivre ces jeunes? Ils vont vivre des exclusions scolaires, ils vont vivre des méfiances par rapport à l'adulte, hein, qui vont parfois l'avoir dévalorisé. L'exclusion, finalement, ça le fragilise plus que ça ne le renforce. Hein. Et donc, finalement, face à tout ça, il peut redoubler de violence. Hein. C'est ce qu'on a vu, c'est que c'était un peu son mécanisme pour pouvoir se défendre. Et donc, ça peut être, voilà, c'est ce risque de marginalisation, et puis aussi un risque d'échec scolaire, c'est-à-dire que de changer d'établissement, de ne plus faire confiance à l'adulte, ça va être voilà, de pouvoir aussi rejeter un petit peu l'institution scolaire qui l'a malmené. Et à long terme, il peut y avoir bien sûr des conséquences sur un risque de statut social précaire, c'est-à-dire que peu d'épanouissement. Hein, ce sont des personnes qui vont dire qu'elles n'ont pas réussi leur vie ou qu'elles ne se sentent pas bien dans leur travail. Ça peut être aussi des gens qui vont quand même avoir des comportements violents vis-à-vis de leur compagne, avoir par exemple des sévices ou en tout cas des punitions qui peuvent être corporelles vis-à-vis de leurs enfants. Ça peut être aussi des gens qui peuvent avoir plus affaire à de la délinquance. Donc là, j'avais marqué qu'il y avait ça sort d'études, hein, tous ces risques. Hein. Mais a priori, il y aurait 2 fois plus de condamnations à des peines pour violence, pour des jeunes qui ont été pris dans des processus antérieurs de harcèlement scolaire. Et enfin, quand on parle de dépression, il peut y avoir, c'est des gens finalement qui ont des sentiments d'échec, des grandes failles narcissiques, et donc ils vont pouvoir alterner avec des moments de grand abattement, de dépression, et puis finalement, on voit bien que pour pouvoir lutter face à ces moments de dépression, de reprendre, d'essayer de dominer par ces périodes-là par de la violence, et puis même des recours éventuellement à des substances, de l'alcool, de la drogue, pour pouvoir se sentir, ne pas s'effondrer. Pour ces jeunes, bien sûr qu'il y a aussi, il faut en prendre soin, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour pouvoir les aider à pas que les choses se reproduisent. Et donc c'est pour ça qu'il faut la présence d'un tiers. En fait, finalement, ça va être la possibilité pour ce jeune de se questionner sur ce qui se passe en lui, hein, d'essayer de comprendre pourquoi il souffre. Essayer de se réconcilier un petit peu avec ce qui fait souffrance en lui. C'est-à-dire que, bien sûr, que se remettre en question, de se pencher sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça peut être source d'angoisse. Mais ça peut être des questions essentielles. C'est-à-dire pourquoi l'autre, pourquoi lui particulièrement me fait souffrir, hein, pourquoi, quelle relation, quelle relation douloureuse ça réveille d'être face à ce jeune. Et donc finalement, l'idée du tiers, c'est de pouvoir remettre le processus de pensée en place. Hein, parce que finalement, le harceleur, il est plus dans l'acte que dans la pensée. Et finalement, voilà, le fait d'avoir recours à une personne ultérieure, un tiers, ça va pouvoir mettre des mots et mettre des actes qui peuvent être symboliques pour la personne qui peut être en difficulté. Finalement, le bouc émissaire ou la personne victime, elle a une double fonction pour le harceleur. C'est-à-dire qu'elle vient réveiller les blessures narcissiques,
mais elle vient aussi en être le remède, c'est-à-dire que parce qu'elle l'a extériorisé vers l'extérieur et que l'autre le violente, ça lui permet de moins souffrir, en tout cas dans une période, dans une certaine période. Donc le gouvernement, eux, ils ont pensé à une méthode qui s'appelle la méthode PICAS, qui finalement se base sur une méthode de préoccupation partagée. En fait, ils vont faire le constat que le harcèlement, il y a le harceleur, mais finalement il y a un groupe qui se constitue. Et finalement, ils se disent que ils vont essayer de briser cette unité de groupe pour pouvoir réindividualiser chacun des individus. C'est-à-dire qu'on va prendre chacune des personnes à part et on va pouvoir se poser la question individuellement. Parce qu'effectivement, le phénomène de groupe peut aggraver, peut faire perdurer. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la question d'une pression, la question d'un silence partagé, qui fait que on a du mal à s'en extraire de cette dynamique groupale. Donc le gouvernement a mis en place, alors c'est en place dans les établissements depuis 2020, finalement il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, alors là je parle du côté du harceleur. La première étape, ça va être de pouvoir être bienveillant avec lui, alors pas forcément le sanctionner, parce que finalement ils se sont rendus compte que sanctionner le jeune, ça a plus tendance à créer un sentiment d'injustice, à vouloir se venger. Et donc finalement, ils se sont dit très bien. Alors bien entendu, il y a peut-être quand même des mesures conservatoires à prendre, des mesures de protection. C'est-à-dire qu'il est possible que quand même le jeune soit exclu. Ça, c'est possible aussi. Mais tout le travail ne se concentre pas sur ça, et plutôt dans un travail de parole, d'empathie et de préoccupation émotionnelle partagée. Donc cette première étape, ça va être de pouvoir se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, essayer de pouvoir un peu le faire parler sur la situation, et puis aussi de lui demander quelle solution lui il verrait apporter. La deuxième étape, c'est de pouvoir mettre en place ces solutions. C'est-à-dire que la personne, le harceleur, va être finalement acteur, va être celui qui va essayer de réparer ce qui s'est passé. Et donc, il va devenir vigilant à l'élève, il va devoir trouver des solutions. Est-ce que c'est de pouvoir prendre ses distances? Est-ce que c'est pouvoir faire un sport en commun? Est-ce que c'est pouvoir faire une lettre d'excuse, de pouvoir mettre en place des choses qui pourraient apaiser les choses. Et enfin, la troisième étape, ce serait qu'il y ait quand même un suivi sur le long terme. C'est-à-dire que ces rendez-vous-là, ce soit jusqu'à ce que la situation de harcèlement se cesse. Ce dont je n'ai pas parlé dans cette méthode-là, il y a quand même aussi les parents de chacun des interlocuteurs qui sont prévenus, et il y a aussi un travail avec la famille. Donc ça, c'est le gouvernement qui a demandé à ce que ce protocole-là soit mis en place dans les établissements. Pour nous, les soignants, il va y avoir des espaces thérapeutiques plutôt individuels dans un premier temps. Le groupal, c'est vraiment dans un second temps, de psychothérapie et de thérapie cognitivo-comportementale. Finalement, ces thérapies, elles vont vraiment essayer d'accompagner le jeune à prendre conscience de ce qui s'est passé, de mettre en mots et d'éviter le passage à l'acte. On va travailler sur la question de l'empathie, comme on disait, mais aussi sur la question des émotions, plus généralement, la frustration, la colère, et puis aussi se poser la question de quelle place il a dans le groupe, mais également dans son groupe famille, et puis travailler bien sûr sur ses angoisses et son vécu personnel. Qu'est-ce qui fait faille ? Qu'est-ce qui fait angoisse? Qu'est-ce qui fait crainte, peur, trauma? Et ça, c'est vraiment important. Et
il est aussi important dans ces prises en charge-là de se focaliser aussi sur la question de l'exploration du climat familial. Donc finalement, on se rend compte que les personnes qui peuvent être harcelantes sont des personnes qui ont été soit témoins, soit victimes de violences, de maltraitance, d'humiliation au cœur de leur famille. Un harceleur, en fait, c'est potentiellement également une personne qui a été harcelée. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Bon, donc on a vu la question des victimes, des harcelés, la question des personnes et du mécanisme des personnes qui harcèlent. Mais il y a un troisième acteur dans le harcèlement scolaire qui est la question des témoins, ou en tout cas des spectateurs. C'est-à-dire que ça ne se fait... Alors bien sûr que le harcèlement a toujours tendance à être fait loin du regard des adultes, mais il y a quand même toujours des témoins dans ces situations-là. Et finalement, pour les témoins aussi, il y a des répercussions. Il y a des répercussions sur... éventuellement, ils peuvent eux-mêmes développer des attitudes violentes. Voyant l'impunité d'un groupe qui peut s'en prendre à un autre, finalement, eux-mêmes peuvent être incitatifs ou être acteurs dans la violence faite aux autres. Il y a aussi, voilà, ils peuvent tout à fait se sentir en insécurité dans le groupe de pairs, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement être malmené par quelqu'un. Une différence, en plus, voilà, dans cette période d'adolescence où on est tous dans cette période de modification corporelle, psychique, relationnelle, est-ce que peut-être qu'un jour, une des différences, ou en tout cas un trait de sa personnalité ou une caractéristique pourrait être pris comme une différence intolérable pour les autres. Finalement, on voit aussi que le changement de rôle, c'est-à-dire que finalement, de place de témoin, ils vont passer à place de harceleur. Et enfin, des sentiments de culpabilité, de ne pas avoir plus agi, de ne pas avoir été suffisamment protecteur pour l'élève harcelé. Donc voilà un petit peu tous les acteurs, ou en tout cas toutes les personnes qui sont au cœur de la dynamique de harcèlement scolaire. Donc j'ai remis donc le dispositif gouvernemental d'appel, c'est-à-dire que le dispositif qui s'appelle Non au harcèlement, il y a 2 numéros verts, c'est-à-dire le numéro vert, le 30-20, qui permet aux victimes, aux familles, aux témoins de pouvoir informer les cas de harcèlement scolaire, et également le 30-18 qui, lui, est un numéro plus spécifiquement sur le cyberharcèlement. On va conclure cette formation pour dire que voilà, le harcèlement, c'est source de multiples souffrances pour la personne qui est harcelée, mais finalement, on s'est rendu compte que le harceleur aussi, il était dans des fragilités psychiques. Que parfois, on ne se rend pas toujours compte au départ de ce qui se passe. C'est un peu insidieux. Les jeunes ont parfois honte de dire ce qui peut se passer. Ils ont parfois... ils voudraient régler le problème par eux-mêmes et ils ne viennent pas spontanément demander de l'aide aux adultes. D'ailleurs, cette aide, si elle ne permet pas aux jeunes de se sortir de cette situation-là, peut être encore plus néfaste pour le jeune qui va davantage se renfermer sur lui-même. Donc l'idée, c'est que la solution face au harcèlement, elle soit plurielle. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, à la fois sociale, à la fois scolaire, à la fois soignante, et que tous les acteurs soient quand même vigilants et prennent à corps cette problématique-là, parce qu'en fait, c'est des jeunes en souffrance qui, comme on disait tout à l'heure, vont avoir des répercussions dans l'immédiateté. Il y a des risques suicidaires, mais aussi dans leur vie future. Donc c'est très important de pouvoir avoir aussi cette notion de prendre en charge le plus rapidement possible pour éviter des dégâts plus néfastes par la suite. Donc, je vous ai mis des liens pour aller plus loin
donc des liens vers, vers les sites du gouvernement, vers voilà, les vidéos de sensibilisation, le livret pédagogique, etc. si vous voulez aller un petit peu plus loin, ou éventuellement donner des flyers, enfin voilà, même dans les salles d'attente, dans les établissements. J'ai mis aussi les sites que vous pourriez donner aux patients, aux familles, aux collègues, sur lesquels les jeunes peuvent avoir des chats ou peuvent téléphoner pour avoir de l'aide ou avoir en tout cas une communauté d'aide ou de soutien ou de parole pour pouvoir évoquer leurs problématiques. Et enfin, voilà, des liens bibliographiques, si vous avez envie de vous pencher plus spécifiquement sur une lecture, sur un article auquel je me suis référencée pour cette présentation. Donc j'espère que vous avez pu voilà, avoir une meilleure compréhension grâce à cette formation de ce qu'est le harcèlement, à la fois dans sa forme sociétale et des soins, et que vous pourrez avoir voilà, davantage d'informations dans les différentes publications qu'il y aura sur cette page-là. Je vous dis au revoir et à bientôt.